Bon, Michael, tu as besoin de combien? 2 heures, 3 heures? Quatre Oui, heures? au moins 3 heures, Il oui. faut ramener une bouteille d'eau avec nous, non? Au de vin aussi. Au divin. Alors moi, quand je fais la visite à pied et on fait le ghetto, ça prend 3 heures 3 heures? abondantes, oui. Oui. Mais naturellement, là, on va faire quelque chose de différent. C'est une présentation, on va parler beaucoup plus de l'histoire, Oui. ce qui s'est passé dans les siècles, à travers les siècles. Et puis, bon, j'ai préparé des photos pour faire voir les choses principales, les choses les plus belles. Puis, si mon accent change un petit peu, eh bien, c'est comme on dit chasser le naturel, il revient au galop. Alors, mon air ressortira. Parfait. Écoute, je pense qu'on commence et tout doucement, il y a des gens qui arrivent, mais je laisse entrer dans les Zooms. Et je vais d'abord éteindre les micros de tous, tout le monde. Il faut que tu actives la tienne. Voilà. Essaye maintenant. Voilà. Voilà, ça marche. Parfait. Comment Parfait. je fais? Là, je n'ai plus le bouton pour tourner les diapos. Tu pèses sur le flash, sur le... Essaye si ça marche. Non, ça fait Avec le deux mots. clavier. Non, avec le clavier, ça va pas. Non. Non, voyons si je... Non, c'est un peu... Voilà. Non, non, c'est pas ici. À mon avis, commence avec... fais le play. On va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, fais comme ça, si c'est plus simple pour toi. Je fais comme ça. OK. Voilà. Parce que je n'ai Bon. pas, peut-être. Alors, on va commencer parce qu'on a à peu près 1 heure. Ouais. Et on va profiter de cette 1 heure. On va partir chez toi, en Italie. Oui. Voilà. Alors, Alors, je dis d'abord bonjour à tout le monde parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait les Zooms. Et on reprend les Zooms de chaque semaine. Et une autre chose, j'ai jamais imaginé que je vais inviter quelqu'un qui va s'appeler aussi Rossano et faire les Zooms avec moi, sauf mes enfants, voilà. Mais alors, je te remercie énormément pour nous joindre au Zoom de patrimoine et nous joindre aussi au Zoom des familles, voilà. Alors, je te laisse te présenter. d'accord, merci. Alors, je suis romaine, je m'appelle Michaela Rossano. Et en fait, on n'est pas parents, mais on a le même nom de famille. Oui. Et je vais vous faire une présentation. Je suis guide. Ça fait depuis 20 ans que je suis guide de Rome. Je suis spécialisée dans les tours aussi du Vatican, des alentours de Rome et du ghetto en particulier. Alors aujourd'hui, je vais commencer ma présentation en vous parlant de la manière historique, ce qui s'est passé. Vous savez que nous avons une histoire millénaire et les Romains et les Juifs se sont rencontrés très tôt, car à l'époque de la guerre avec Épiphane IV, les Maccabéens avaient envoyé des diplomates à Rome parce qu'ils demandaient l'appui de Rome. Rome avait fait une guerre en Égypte et ils s'étaient retirés de leur empire vers la terre d'Israël et c'est là que les problèmes commencent. Donc, l'ambassade qui arrive à Rome se trouve très bien et les premiers juifs commencent à décider de vivre à Rome. Et naturellement, les choses ont évolué et tout le monde connaît très bien la période principale, celle des ghettos. Alors, je vais commencer l'histoire
en sautant, je vais sauter un petit peu d'une époque à l'autre. Le mot ghetto vient de Venise. Voilà, ça, c'est le ghetto de Venise. Vous voyez ma flèche qui bouge ou pas? Oui, oui. Oui, ok. Alors, cette petite île ici, c'était l'île où il y avait une fonderie de cuivre et c'était où on jetait tous les matériaux qui ne servaient pas. Donc, c'était le fait qu'on jetait, et ça s'appelait en vénitien getto, getto. Mais étant donné que c'est les Juifs du nord d'Europe, donc les Ashkénazites qui arrivent, avec la prononciation plutôt allemande, ça devient ghetto. Et c'est de là que le nom part. À l'époque, ça n'avait pas le même sens, naturellement. Aujourd'hui, ça a le sens d'un endroit serré et renfermé. Au fait, vous voyez que les maisons faisaient le mur d'enceinte de la place. Et il y avait 3 sorties principales. Donc, le soir, les sorties étaient fermées et c'était l'eau qui faisait le mur. Donc, les Juifs du ghetto de Venise étaient protégés et exclus en même temps. Le soir, ça pouvait être très dangereux de se balader dans les rues de la ville car il n'y avait aucune protection pour les Juifs. Ils pouvaient être malmenés. La même chose est valable pour le ghetto de Rome. Alors, ce qui se passe à Rome, c'est ça. Le ghetto de Venise a été fait en 1515 et le ghetto de Rome en 1555. Donc, le premier, c'est celui de Venise. Celui-ci était sur la rive du Tibre. Donc, d'un côté, c'était le fleuve qui faisait la division, mais sur les autres 3 côtés, on a construit des murs pour enfermer les Juifs dans une zone très petite. Ce n'était que 3 hectares. Et au tout début, il y avait une population de 3500 personnes. Alors, je vous fais voir des photos de Google et des photos anciennes pour vous faire comprendre. Ici, c'est le Tibre. Le Tibre tourne. Il y a un tournant où il y a l'île et cette zone-là, c'est le ghetto. Aujourd'hui, nous l'appelons le quartier juif. Et il n'y a plus ces murs autour avec les portes. Vous voyez, au début, il n'y avait que 3 portes. Ensuite, le pape a décidé à la fin du XVIe siècle, on a ajouté cette partie-là et alors il y a eu 2 autres portes. Tandis qu'aujourd'hui, tout ça a été démoli parce que c'était dans une condition déplorable après tous ces siècles où personne n'avait rien fait parce que les maisons étaient de propriété de chrétiens qui les louaient à un prix tout à fait minime, ce n'était pas cher, mais pour cette raison, ils ne faisaient aucun travail d'entretien. Donc ici, toute la zone du ghetto a été abattue et aujourd'hui, nous avons des constructions modernes ici. La synagogue, principalement, l'école, qui est aussi le centre de culture, et puis il y a des bureaux et d'autres immeubles qui appartiennent à la communauté. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Comment c'était avant? C'était très peuplé. Il y avait énormément de petites maisons du Moyen Âge. C'était vraiment très sordide. Et je vous fais voir des photos de la fin du ghetto, avant la destruction. Vous voyez, c'était des maisons délabrées sur la rivière, sur le Tibre même. Alors, pourquoi le pape a choisi ce quartier-là? C'est central, c'est très bien. Aujourd'hui, on est très content d'aller faire des tours au ghetto qui se trouve juste au milieu de la ville. Mais à l'époque, il y avait un grand problème, c'est-à-dire les inondations. Alors, là, je change d'image. Vous voyez, ça, c'est déjà après la fin du ghetto, après la construction des murs qui ont été faits pour contenir la rivière. Et ça, c'est l'île.
il y a deux étages qui sont sous l'eau. Hein, regardez, là, vous voyez, l'eau arrivait jusqu'ici. Incroyable. Ensuite, on a construit des murs qui l'ont protégé. Aujourd'hui, il y a un pont qui est ancien. Et de l'autre côté, là, c'est l'île, de ce côté-là. Et voyons si je trouve l'image que je veux. Elle n'est pas conséquentielle. Voilà, ici, il y a la synagogue, donc il y a une rue qui a été construite, qui est beaucoup plus haute. Il y a 20 mètres de différence entre ça, ce qui était avant et ce qui est maintenant. Alors ici, nous avons des vieilles photos de comment toutes les maisons se trouvaient entassées et des dessins aussi du Moyen Âge. Donc ce pont a toujours été appelé le pont des Juifs, Pons Judeorum, ou le pont des quatre têtes, parce qu'il y a une colonne avec quatre têtes représentant le Dieu du passé et du présent et du futur, Janus, des anciens Romains. Et le Tibre était aussi très important pour les Juifs parce qu'ils pêchaient et ils vendaient leurs poissons sur le marché qui se trouvait à l'intérieur du ghetto. Ici, nous avons encore une carte de comment était le ghetto, une reproduction. Et là, vous voyez qu'au début, ce n'était que ça. Ensuite, on a ajouté cette partie-là sur le Tibre. Et seulement en 1825, le pape a décidé d'ajouter un autre petit morceau là, parce que la population avait augmenté. Elle était au début 3500 personnes. Elle était à la fin de 5000 personnes quand on a fait ces travaux-là. Donc, vous voyez là, il y avait des escaliers, on pouvait descendre vers l'eau très facilement et les Juifs utilisaient l'eau de la rivière parce qu'il n'y avait pas de fontaine à l'intérieur du ghetto. La fontaine n'est arrivée qu'en 1590. Voilà l'île. Alors, sur l'île, il y a un hôpital, le Fate Bene Fratelli. Il y a aussi une partie de l'hôpital juif. Et pendant la guerre, quand les Allemands cherchaient à prendre la plupart de personnes possibles, il y avait un docteur qui a sauvé beaucoup de personnes dans cet hôpital parce qu'il a inventé une maladie, la maladie K, de K. Et ça voulait dire Kepler ou Kissinger, qui étaient les généraux qui étaient dans Rome et qui collaboraient avec les fascistes. Mais ça voulait dire pour eux la maladie de Koch, qui est la tuberculose. Donc, ils ne voulaient pas attraper la tuberculose, ils avaient très peur. Et le docteur avait dit aux personnes qui étaient là, il avait mis beaucoup de personnes dans les lits et il avait dit toussez comme des fous, comme ça ils ne vont pas venir. Et au fait, de cette façon, ils ont sauvé beaucoup de personnes. Et ça en 1943. Incroyable. Et comment il s'appelait, le médecin? Le médecin, attendez, je l'ai, son nom quelque part. Giovanni Borromeo. Giovanni Borromeo. Et il était juif? Oui. Incroyable. Et là, c'est la colonne avec les quatre têtes. Dans Rome, c'est une superposition de trois religions et de trois époques. Le temps des Romains, avec tous les temples anciens qui n'ont jamais disparu complètement, car il y a énormément de temples qui ont été transformés en églises. Mais ceux qui n'ont pas été transformés en églises ont été détruits pour construire d'autres choses. Donc, énormément de colonnes,
de marbre ont servi pour construire des villas, des palais de cardinaux et de papes et bien entendu les musées du Vatican et le Vatican. De l'autre côté, donc nous traversons le pont et la rue, le Lungo Tevere, pour arriver devant l'église, ici, voilà, cette petite église qui était à l'entrée donc une des trois grandes entrées. Il y avait des murs tout autour. Mais cette église était une des églises où on faisait les messes forcées. Tous les samedis, les Juifs étaient obligés d'aller suivre la messe. Et alors, généralement, ils mettaient un peu de cire dans les oreilles pour ne pas écouter le sermon du prêtre. Et il y a une plaque sur la façade. Vous voyez, c'est juste au-dessus de la porte. C'est comme une Torah ouverte. Vous voyez, c'est un parchemin. Et c'est écrit en hébreu et en latin. Et j'ai mis la traduction, c'est une phrase de Isaïe qui est hors contexte, car c'est dans Isaïe, le moment où Dieu se fâche avec les Israélites, c'est quand Moïse va sur le mont Sinaï pour prendre les tables de la loi, et tandis que le peuple commence à faire le veau d'or. Alors, naturellement, les paroles presque très fortes de Dieu, si on les prend hors contexte et on les met sur une église catholique, ça veut dire vous, peuple rebelle, qui prend la mauvaise voie, etc. Voilà, donc c'est ce qui avait été fait en 1800. Ils avaient ajouté ça. Alors, je retourne en arrière maintenant. Le même territoire où le pape a fait le ghetto était tout à fait monumentalisé au temps des Romains. Vous voyez ici des théâtres. Nous avons la partie où il y a la synagogue, c'est ici, où il y a la loupe. Le théâtre de Marcello qui est encore là. Les deux temples de Junon et Jupiter avec un portique tout autour. Alors, ce portique-là nous intéresse parce que c'est où il y a la rue principale du ghetto d'aujourd'hui, qui s'appelle Via del Portico d'Ottavia, parce que c'était le portique dédié à la sœur de l'empereur Auguste, Octave. Et aujourd'hui, nous n'avons que la porte centrale, celle-ci. Tout le reste est dans des maisons. Il y a des colonnes dans les immeubles de temps en temps. Et voilà le théâtre qui nous reste encore, le théâtre de Marcello. Donc la synagogue est là. Et le théâtre ancien est là. Il y a des maisons qui ont été construites par-dessus, déjà au 15e siècle. Si on regarde d'une manière aérienne, nous voyons les maisons qui sont à l'intérieur du théâtre. Donc, à l'extérieur, nous avons des colonnes comme ça, mais à l'intérieur, il y a des jardins, des rues, et tandis que dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de marbre à prendre. Vous voyez, toutes ces colonnes et tous ces marbres ont été réutilisés. C'est pour ça que je dis généralement que les Romains ont inventé le recyclage, n'est-ce pas? Alors ici, nous avons un autre point de vue, la synagogue, les restes de temple d'Apollon, le théâtre, une église, tout est comme ça, superposé et mixé. Et le ghetto naît au milieu de restes anciens de cette façon. Donc la rue, la principale aujourd'hui, c'est celle-ci, qui donne juste où il y a la porte. Et la voilà. Vous voyez, ici, c'est le mur de la synagogue. Et ici, c'est la porte du portique de Octave qui a été transformée en une église. Il y a encore des fresques par-dessus. Et ça, c'est un dessin de comment devait être le portique à l'époque. Le portique a été représenté énormément de fois pendant le XVIIIe et XIXe siècle parce que c'est très romantique de voir des ruines à l'intérieur des maisons et des églises.
mais je vous le fais voir aussi parce que devant, ici, vous voyez, il y a des personnes sur des bancs et ces bancs-là, c'était le marché du poisson. Donc, on avait recyclé le marbre qui couvrait les temples pour faire des tables et pour mettre dessus le poisson à vendre. Voilà, ici, il y a des reproductions 19e siècle de comment était la zone du ghetto à l'époque, des vendeurs de torchons naturellement, parce que le pape avait interdit toutes sortes de métiers. Les Juifs pouvaient que vendre des vieux torchons et l'autre métier qu'ils pouvaient faire, c'était de prêter de l'argent parce que, étant donné que c'était interdit par la religion, par la Bible, les chrétiens ne pouvaient pas le faire. Donc, pourquoi ne pas le faire aux Juifs? Les enfermer, les contrôler et leur donner le travail qui n'est pas permis, qui n'est pas autorisé aux chrétiens. Voilà le programme pourquoi, par exemple, en Espagne, les Juifs ont été chassés, mais le pape, comme le doge de Venise, ont préféré garder la population juive sans les maltraiter au niveau de les brûler ou les pendre comme se passait au nord de l'Europe, mais plutôt de les utiliser pour des commerces parce que c'était sûrement plus rentable. Et en plus, ça donnait l'exemple. Ne vous comportez pas comme les Juifs, disaient les prêtres dans leurs aumônes. Et voilà, donc encore le marché ici. Et ici, nous avons la rue, une photo de comment était la rue de Portico d'Octavia, la rua, avant la destruction du ghetto. Donc, les rues étaient très serrées, les maisons étaient très hautes parce que justement la population augmentait, donc on devait monter les immeubles. Au début, c'était peut-être 4 étages, à la fin, il y en avait 5 ou 6, mais c'était le même niveau des maisons nobles qui n'avaient que 3 étages. Donc, les plafonds étaient très bas. Voilà, ici, le nom de la rue est Via del Foro Piscatorio, donc la rue du Forum des poissonniers. Et c'est une photo moderne de comment, ici, il y a encore les tables en marbre, on les a laissées. Et ici, c'est la rue moderne. Il y a aussi une plaque sur le portique d'Octave. Voilà, elle est agrandie. Il y en a 2 à Rome. Celle-ci, c'est celle qui est sur le portique et celle-ci, c'est celle qui est au Campidoglio, au musée du Capitole. Ici, nous avons un poisson qui est un étorgeon et il y a écrit en latin que si la tête du poisson dépasse la dimension de cette plaque, il fallait donner la tête pour la soupe des conservateurs qui étaient les personnes au pouvoir à Rome et qui se trouvaient au Capitole justement. Voilà, donc la plaque est ici sur le côté. Le portique, comme vous voyez, il y a des colonnes anciennes, mais il y a aussi la porte d'entrée d'une église. Le niveau de la rue a totalement changé, donc on a dû mettre des escaliers modernes pour arriver à la porte quand on a fait la destruction du ghetto. Ici, il y a des maisons qui sont tout à fait du Moyen Âge. À côté, vous voyez, c'est comme une tour du Moyen Âge à côté d'un immeuble du 15e siècle, 16e siècle. Et vous voyez des restes de fresques de l'époque de l'Église qui a été fondée en 770 déjà, donc très tôt. Vous voyez le niveau de la rue romaine du 2e siècle après Jésus-Christ et ça, c'est la rue d'aujourd'hui. Donc, le niveau a changé énormément et les colonnes sortent du trottoir. Elles ont été... Voilà, je vais vous faire voir ça. Vous voyez,
la colonne est à un niveau différent. Chaque colonne du portique est à un niveau différent. Et ici, nous avons beaucoup de restaurants. Nous avons la cuisine traditionnelle du ghetto qui est l'artichaut frit. Tout le monde, tous les Romains et tous les touristes viennent visiter et manger au ghetto parce que justement, il y a ces choses traditionnelles. Alors l'artichaut, vous voyez, c'est la chose la plus pauvre qu'il y avait. Ça poussait dans la campagne. Donc, quand il y avait des journées de fête, il friait l'artichaut. On l'ouvrait comme une fleur et on le mettait dans l'huile bouillante. Et on faisait la même chose pour le poisson et pour les fleurs de courgettes. Donc, c'est les trois choses qui sont maintenant à la base des apéritifs et des entrées dans la cuisine romaine. C'est passé à la cuisine romaine, mais ça vient du fait qu'il n'y avait pas d'autre chose à manger pour les journées de fête. Les personnes qui vivaient à l'intérieur du ghetto étaient très pauvres. Et ici, je fais cette photo récemment. On voit la kippa d'un côté et le masque de l'autre. C'est la réalité d'aujourd'hui. Et sur le mur, juste à côté de ici, voilà, sur cet immeuble ici, il y a une plaque qui a été mise qu'en 1910, excusez-moi, en 2010, et qui concerne la fameuse date du 16 octobre 1943, c'est-à-dire le jour dans lequel les Allemands sont entrés dans le ghetto et ils ont emporté plus de 2090 personnes. Et parmi ceux-là, toute la famille de M. Settimio Calò, qui est rentré à la maison et n'a pas trouvé ni sa femme, ni ses 9 enfants qui ont été déportés à Auschwitz et qui ne sont jamais retournés en arrière. Il n'y a que 16 personnes, des plus de 2000 personnes qui sont rentrées, dont une seule femme. Aujourd'hui, la place centrale est celle-ci. L'immeuble de gauche, c'est l'école. Et il y a des bancs, les gens s'assiedent et bavardent entre eux. Tandis que de l'autre côté, il y a la pâtisserie, la principale, pour tous les gâteaux et les friandises des jours de fête. J'ai fait des photos un peu de tous les côtés de cette rue qui est aujourd'hui la rue principale. Donc, c'est une rue de promenade avec des restaurants. Mais à l'intérieur des restaurants, il y a des restes des temples qui se trouvaient là. Donc, les colonnes ont été réutilisées comme matériel de construction pour faire un mur. On prenait tout ce qu'on trouvait, des cailloux, des colonnes, des chapiteaux, et on les murait ensemble sans regarder vraiment la forme et la dimension des choses. Nous avons aussi le centre d'information qui a changé aujourd'hui. C'est devenu aussi le centre un cercle intellectuel. Et devant, ici, juste à la gauche de l'entrée, il y a cette œuvre d'art qui a été faite justement pour se souvenir de cette terrible journée du 16 octobre du 43. Vous savez que les Italiens toujours pendent leurs habits à sécher au soleil sur des fils, mais cette fois, dans ce cadre, dans ce bas-relief, c'est du fil barbelé. Et derrière les draps, les personnes disparaissent, vous voyez. Et ici, nous avons un soldat allemand. Voilà, et ça, c'est la Via della Reginella, la via, donc, une des rues les principales
de l'ancien ghetto. Une peinture, un dessin plutôt de 1840 nous donne un témoignage où était la fontaine. La fontaine se trouvait au milieu de la place. Elle a été enlevée en 1930. Elle réapparaît, mais pas sur la place parce que tout a été changé. Voilà, ça c'est l'entrée de la pâtisserie. Vous voyez l'état des murs, c'est exactement comme c'était. Les vieils immeubles sont restés. Celui-ci, c'est un de ceux-là. Et dessus, ici, il y a une date écrite en chiffres romains. Et c'est la date de, regardez, je l'ai mis là pour vous faire voir mieux, c'est 2221. 2221. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est parce que la date a été écrite en 1468 en considérant le calendrier des Romains. Donc, la date de commencement pour les Romains, c'était la fondation de Rome, c'est-à-dire 753 avant Jésus-Christ. Donc, cette personne a fait cette maison en 1468 en mettant une datation romaine ancienne. Ici, c'est la même maison, mais d'une vieille photo en noir et blanc. Et sur le même immeuble, il y a aussi une boîte pour l'aumône pour les orphelins. Ça, c'est comment la place devait être à l'époque du ghetto, quand le ghetto était fermé. Je vous rappelle que le ghetto a été ouvert simplement 315 années plus tard que le début, donc de 1500 jusqu'à 1870. Et aujourd'hui, la fontaine n'est plus là, mais à la place, nous avons dans les pavés le dessin de la fontaine comme une mémoire pour se souvenir que c'était une fontaine qui a été soufferte parce qu'elle n'est pas arrivée tout de suite à l'intérieur du ghetto. Il y en avait d'autres tout autour du ghetto. Les personnes ne pouvaient pas rentrer et sortir quand ils voulaient. Le ghetto avait des heures d'ouverture. Généralement, c'était une demi-heure à l'aube. Les portes étaient ouvertes pendant une demi-heure à l'aube et pendant une demi-heure au moment du coucher du soleil. Donc, les personnes ne sortaient pas généralement s'ils n'étaient pas obligés par leur travail à sortir. Les femmes et les enfants, on n'avait jamais mis les pieds en dehors du ghetto et des fois, les murs étaient tellement hauts, les fenêtres ne prenaient pas de lumière. Il y avait un fort problème de jaunisse dans les jeunes enfants. Et la fontaine a été déplacée sur une autre place, pas loin, de l'autre côté de l'immeuble de la communauté et de l'école. Ce petit temple a été transformé en un magasin de chaussures pendant un bon moment et maintenant il a été restauré et on le regarde d'un côté comme une œuvre d'art, mais aussi comme une mémoire, parce que c'était un autre petit temple où on faisait les messes, les messes forcées. Voilà, ça c'est des dessins de l'époque où les Juifs devaient écouter la messe tous les samedis. Et ça, c'est un dessin de la seule synagogue qui pouvait être à l'intérieur du ghetto, car le pape, dans son décret, quand il a décidé de faire le ghetto, c'était un pape Carafa, c'était pas Paul IV, et il avait décidé qu'il pouvait y avoir une seule synagogue. Donc, toutes les autres synagogues de Trastevere et d'autres zones de Rome ont été abattues. Et dans cet immeuble, il y en avait 5 différentes. Il y avait l'école catalane, ça s'appelait des écoles, pas des synagogues. On les appelait les scolas. Donc, il y avait l'école catalane, l'école espagnole,
l'italienne, la sicilienne et la Nova, la nouvelle. C'était les 5 synagogues. Et nous avons une photo de cet immeuble avant la destruction, quand on a détruit le ghetto pour le reconstruire à la fin, à l'ouverture du ghetto. Cet immeuble a disparu maintenant. Et aujourd'hui, nous avons la nouvelle synagogue qui a été construite en 4 ans et finie en 1904. C'est le temple majeur et la fontaine. Vous voyez les 2 choses qui sont restées. Tout le reste a été complètement abattu tout autour. La synagogue aujourd'hui est entourée de palmiers et de cèdres du Liban, 2 arbres tout à fait symbologiques. C'est des symboles car dans une communauté, il faut être nombreux comme les palmiers qui poussent les uns à côté des autres, mais aussi il faut étudier, il faut qu'il y ait des savants et des personnes qui, au lieu, poussent comme des cèdres de ce côté-ci. Voilà, ça c'est des symboles qui se trouvent même à l'intérieur de la synagogue. Ils sont peints sur la coupole de la synagogue. Ça c'est l'intérieur avec la partie supérieure pour les femmes. Et Michaela, il y a combien de places dans la synagogue? Ah, là, je ne saurais pas te dire. D'accord, mais on voit que c'est une grande synagogue quand même. Oui, ça c'est le temple majeur. Aujourd'hui, il y a environ 16 synagogues dans toute Rome, dans l'entière ville, mais celle-ci, c'est la principale. Et la communauté est de environ 12 000 personnes. D'accord. Et la synagogue qui est le plus ancien, c'est celui-là? Oui, les autres sont à l'intérieur d'immeubles. Oui. Et quand les murs ont été abattus et celle-ci a été construite, les autres se sont formés. Peut-être il y a des immeubles qui sont plus anciens, mais ils n'étaient pas consacrés à synagogue. Oui, c'est comme des synagogues cachées ou des choses comme ça. Voilà, oui. D'accord. Et ici, au début, à l'entrée de la synagogue, il y a aussi une plaque pour se souvenir d'un soldat, un soldat américain, Charles Aaron Golub, qui est le premier soldat américain juif qui est rentré dans la synagogue après la libération de Rome le 4 juillet 1944. À l'intérieur de la synagogue, en dessous, à l'étage d'en bas, il y a aussi un temple séphardi, tandis que celui-ci, le temple majeur, est un temple romain, c'est-à-dire qu'il n'est ni ashkénazite ni séphardi. Les Romains sont très fiers d'avoir un rite tout à fait à part. Oui. Parce que justement, c'est la continuité qui vient directement de Jérusalem depuis l'époque de Titus et de l'époque des migrations forcées, quand le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, et encore avant, au temps de Pompée, donc en 63 avant Jésus-Christ, c'est les premiers esclaves qui ont été apportés à Rome. Ensuite, nous avons des documentations qui disent que les Juifs ont été rachetés, les esclaves qui arrivaient étaient rachetés par les Juifs qui étaient libres à Rome. Et nous le voyons par les tombes, dans les tombes romaines anciennes, dans les catacombes juives. Il y a énormément de personnes qui s'appellent Flavio et Flavia. Alors, Titus et Vespasien, c'était les empereurs de la famille flavienne. Et quand on libérait les esclaves prenaient le nom de famille de la personne qui les avait libérés. Donc, c'était des esclaves
du temps des Flaviens, donc du temps de Titus et de la guerre judaïque à l'époque de la destruction du temple. Voilà. Alors, en dessous de la synagogue, il y a aussi un musée qui n'est pas énorme, mais il est très, très fourni, soit de choses de l'ancien temps, du temps des Romains, que de la période du Moyen Âge. Et aussi, il y a une zone complètement dédiée à la période de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des broderies incroyables. Il y en a énormément, il y en a vraiment beaucoup. C'est une salle entière dédiée aux broderies pour couvrir les Torahs. Puis, nous avons des tombes, des pierres tombales qui se sont retrouvées dans les différentes catacombes. Il y en a plusieurs dans la ville entière et en calculant le nombre de sépultures, on peut dire qu'au temps d'Auguste, il y avait entre 30 et 40 000 juifs à Rome. Il y en a très peu en hébreu, le reste sont en grec, parce que la population juive qui venait du bassin de la Méditerranée, de la partie est, disons comme ça, était de langue grecque. Ils communiquaient avec les Romains étaient bilingues, latin et grec, mais tandis que Alexandre le Grand, quand il a conquéri le bassin de la Méditerranée, il a forcé les personnes à changer de langue et parler le grec. Les Romains ne faisaient pas la même chose avec le latin, donc ils ont laissé le grec circuler à l'intérieur du bassin de la Méditerranée et au fait, ils l'ont absorbé. Ils ont absorbé aussi énormément de choses, le théâtre et l'art, mais surtout la religion. Tous les dieux grecs ont changé de nom et ils ont été pris par les Romains. Et voilà une représentation de Ménorah dans tous les catacombes du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Il n'y a jamais d'étoile de David, de Méga David. C'est un symbole qui apparaît plus tard et qui n'est pas lié à cette époque-là. Quant au lieu, on représente simplement la Ménorah sur un tripode. Et ici, c'est un chauffard, Etrog et Lulav à côté. Et on peut les voir ici encore, on voit l'aron où on met les livres et peut-être une Torah ici. Hein, encore les chauffards, les étrogues, ici la même chose, c'est une lampe. Ça, c'est une lampe qui se trouve au musée du Vatican. Ça, cet autre morceau-là, c'est une carafe, un verre en verre. Tandis que les lampes, voilà, c'était des petites lampes à huile. On mettait la mèche, l'huile et ça, une petite lampe comme ça et de la grandeur d'une main comme ça. Donc, ça ne durait pas longtemps. Hein. Et, naturellement, on utilisait à l'époque l'huile d'olive. Parmi les différentes choses, là, c'est la bulle du pape Carafa qui décide de la fermeture des Juifs dans un ghetto. Et on trouve facilement la traduction, si vous êtes intéressé sur Internet, il y a toute la bulle du pape avec toutes les interdictions et les choses qu'on pouvait faire et qu'on ne pouvait pas faire. Entre autres, l'idée de se mettre une couleur pour se faire reconnaître, donc un habit avec une chose jaune. Il devait y avoir une marque jaune sur les chapeaux des hommes et aussi un châle jaune pour les femmes, quelque chose qui les distingue. Eh bien ça vient bien avant les ghettos parce que c'est Innocent III qui l'a porté en Italie déjà au XIIe siècle. Ouais.
Ça a commencé au Portugal. Oui, ça a commencé au sud, ça c'est Oui. sûr. Ça venait du sud. Et voilà, ça c'est aussi une chose qui nous rappelle donc la conquête romaine, Judea Capta. Vous voyez le soldat romain, le palmier qui symbolise Israël et les Israélites dans cette pause que je ne sais pas si c'est de déception ou de désespoir plutôt d'être conquis Moi, par je les pensais Romains, plutôt fiers. au Rodin, la sculpture de Rodin, mais Et voilà, ça c'est une des rues les principales. Aujourd'hui, il y a des magasins, il y a euh, des petits, des marchands de livres, des galeries d'art. Et sur le mur aussi, nous avons des menorahs et là, ce n'est plus ici. Là, c'était déjà une vieille photo parce que le Circolo Ragazzi del 48 a été déplacé où je vous ai fait voir avant et la plaque, vous voyez la plaque qui était ici, elle a été mise sur l'autre immeuble, mais je vous l'ai déjà montré, celle donc du soldat et des personnes qui disparaissent derrière les draps étendus, le linge. Alors ici, à la fin de la rue, il y avait le mur avec la porte et une famille, la famille Costaguti, avait son grand palais avec une porte à l'intérieur du ghetto. Donc, ils ont demandé la permission au pape de changer leur porte. Ils ont fermé donc avec un mur l'intérieur du portail qui est resté et ils ont mis leur entrée en dehors du ghetto, de l'autre côté, parce qu'ils ne voulaient pas devoir rester enfermés à cause des portails qui se trouvaient là pendant 300 ans. Juste sur cette place qui s'appelle Place Mattei, Piazza Mattei, il y a une très belle fontaine, la fontaine de la Porta. Elle est appelée la fontaine des tortues parce qu'au-dessus, il y a des tortues. Donc, c'est des éphèbes qui poussent la tortue vers le bassin de plus haut. Voilà, ici, vous le voyez mieux. ah oui. Et ça, c'est la fontaine qui a été faite 10 ans avant. Elle devait appartenir au ghetto, mais Monsieur Mattei, qui a l'immeuble juste derrière, là, a obtenu d'avoir une fontaine sur sa place. Et donc, ça a pris encore 10 ans avant qu'il y ait de l'eau courante à l'intérieur du ghetto. Là, j'ai fait cette photo pour vous faire voir la largeur des rues, les vieilles rues qui sont encore restées. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3. Mais voilà, ça c'est la dimension réelle de ce que c'était avant, quand tout le ghetto était fait de façon très serrée, de petites ruelles du Moyen Âge. Et nous avons aussi beaucoup de pierres d'enchappement qui se trouvent un peu partout dans l'Europe, mais à Rome, on en a mis énormément à l'intérieur du ghetto. Il y en a vraiment pas mal. Et je pense que vous les connaissez. C'est un projet qui naît d'un artiste berlinois et ça c'est répandu dans toute l'Europe. Donc, il y en a beaucoup. Et là, vous voyez, dans un seul immeuble, combien de personnes ont été prises, déportées et amenées à Auschwitz, où ils ont trouvé la mort. Parmi les choses qu'il y a dans le musée de la synagogue, il y a aussi cette feuille de papier. C'est la feuille de papier que les soldats allemands donnaient aux familles quand ils sont arrivés. Ils ne savaient pas l'italien naturellement, donc ils leur donnaient une feuille de papier avec écrit en italien ce qu'il fallait faire. J'ai mis ici la traduction pour que vous voyez que donc
ils devaient partir en 20 minutes et apporter avec eux des vivres. Il leur disait aussi qu'ils devaient fermer bien la maison, que personne ne devait rester en arrière et qu'il fallait prendre des verres, leur carte d'identité et tout ce qu'ils avaient comme bijoux, etc. Donc, il leur donnait ces indications et s'il y a une photo qui n'est pas du ghetto de Rome en vérité, mais je pense que c'était exactement la même chose de voir ces visages tendus et ce moment où on ne sait pas ce qui va se passer. Tandis que ici, ça c'est une photo d'un film qui a été tourné sur la déportation. Ce n'est pas donc une photo réelle, mais c'est exactement l'endroit où les camions allemands se sont arrêtés pour faire monter les personnes. Et aujourd'hui, juste là devant, il y a un petit musée où il y a des expositions temporaires. Des 16 personnes qui sont rentrées, comme je vous disais avant, il y a une femme, elle s'appelle Septimia Spizzichino et elle était très jeune quand elle a été amenée à Auschwitz et quand elle est rentrée, elle a toujours raconté toute son expérience et sa vie et on lui a dédié un pont et elle est morte dans l'année 2000 à 80 ans. Donc, c'est le seul témoignage des filles, des femmes. Ici, nous avons la porte de la synagogue du côté de la rivière, du côté du Tibre, et il y a une liste de noms et de souvenirs du moment de la déportation. Et puis, je vous montre une belle photo, une photo d'un moment fantastique. En 1986, le pape Jean-Paul II, pour la première fois, est entré dans une synagogue et le grand rabbin de l'époque, Elio Toaf, l'a accueilli. Et lui, il a dit une phrase incroyable. Quand il est arrivé, le pape a dit mon frère aîné. Et c'est rentré donc dans l'idée fantastique de voir les deux religions de nouveau amies et ensemble. Et depuis l'époque, les papes sont toujours revenus faire une visite à la synagogue, comme ça Benoît XVI et même François Ier sont venus faire une visite à la synagogue. Après leur élection, généralement, ils sont venus. Et cette rencontre n'est pas importante simplement pour la petite communauté de Rome, mais elle est importante surtout pour le signal que ça a donné. Au fait, après cette rencontre, il y a eu aussi des pourparlers avec l'État d'Israël et une délégation avec des diplomates sont finalement présents aussi au Saint-Siège depuis ce moment-là. Et voici, là, c'est la Via della Lungara. Le ghetto se trouve ici, le Vatican ici, et au milieu des deux, ici, c'est où les Juifs déportés ont été tenus pendant la nuit, pendant presque 24 heures, avant d'être amenés à la gare sur les trains qui partaient. Donc, il y a eu 24 heures plus ou moins où peut-être les Allemands attendaient une réponse ou un signal du Vatican. Mais ça n'a pas été le cas. Devant la synagogue, la place s'appelle Largo Stefano Gajtake. Et c'est le nom de ce petit enfant que vous voyez ici, victime d'un attentat terroriste qui a eu lieu le 9 octobre 1982. Il y a eu des grenades, des fusillades,
beaucoup de blessés, mais un seul a perdu sa vie et c'est ce petit garçon-là. Après quoi, autour de la synagogue, il y a eu toujours des carabinieri, des carabiniers et, et qui sont là encore aujourd'hui depuis l'époque de l'Antifada. C'était une des attaques aux synagogues qui ont eu lieu dans l'Europe entière. Et ici encore des rues du Moyen Âge de la famille des Cenci. Et nous nous déplaçons donc, nous allons dans une place à côté, celle de Campo dei Fiori, parce qu'à Campo dei Fiori, il y a une plaque un peu plus grande qu'un simple pavé. Et c'est une plaque où on parle du fait qu'on brûlait les Talmuds en même temps que Michel-Ange était en train de peindre la chapelle Sistine en 1553, donc avant la fermeture du ghetto. Les livres qui étaient écrits pendant le Moyen Âge étaient brûlés. Ils n'étaient pas acceptés par l'Église, au contraire, ils offensaient. Et donc, les Talmuds, c'était des commentaires du Moyen Âge, et donc ça n'allait pas, il fallait les détruire. Ah, c'était vraiment une nuit de cristal. Non, ça, ce n'est pas lié au même Non, ce n'est pas la même événement. période, bien sûr, mais l'idée de brûler des livres. Oui, ben, dans toute l'époque de l'Inquisition, en tout cas, il y en a des milliers de cas et des choses. On peut faire une conférence seulement sur ça, sur ce qui s'est passé à cette période-là. Mais c'est justement parce qu'il y a une plaque qui a été mise, celle-ci aussi en 2011, et elle est donc sur la place où on faisait les condamnations à mort et où on brûlait les livres. Pas loin du ghetto. Et la dernière chose que je vous fais voir, c'est toujours avec l'aide de Google. Vous pouvez voir Montecitorio, c'est le Parlement italien. Et quand l'Italie s'est unifiée en 1870 sous un seul roi, et à ce moment-là, ils ont choisi les immeubles les plus beaux de Rome pour faire le Parlement et le Sénat et tout. Et c'est à ce moment-là qu'un architecte a imaginé une menorah avec la lumière centrale qui rentre dans un parlement pour illuminer les personnes à l'intérieur. Et donc, j'ai voulu vous faire voir cette image. Et l'autre, c'est le cimetière qui se trouve sur le mont Aventin. N'est plus le cimetière juif. Il a été transformé en un rosier. Toutes les plantes que vous voyez, c'est des différentes espèces de roses. Et au mois de mai, ils ouvrent les portes de ce jardin qui a, donc vous voyez les ruelles à l'intérieur, c'est la forme d'une menorah, encore une fois. Voilà, donc ça, c'était vraiment un petit résumé raccourci de tout ce qu'il y aurait à dire et à voir en une visite pas virtuelle. Oui. Pour moi aussi, c'est pas évident de le faire de cette façon. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai une petite question par rapport au cimetière que tu as dit, mais est-ce qu'il y avait ou il y a encore un autre cimetière juif? Alors, à l'époque du début du ghetto, le cimetière se trouvait à Porta Portese, donc en dehors des murs de Rome, parce que pour les lois toujours des Romains, les tombes ont toujours été en dehors des murs pour des questions d'hygiène. Et ensuite, ça donnait des problèmes parce que
les Juifs devaient passer le pont et l'île Tibérine pour arriver là-bas. Et les gens n'étaient pas contents qu'il y ait des funérailles qui passaient au milieu de la ville. Donc, ils leur ont donné cet espace qui est juste de l'autre côté du ghetto. Si vous voulez, on va retourner sur une image principale qui était au début. Donc, au lieu de passer le pont et d'aller de ce côté-là, ils vont comme ça et le cimetière se trouvait ici en haut, là, de ce côté-là. Donc, c'était plus facile. Ils leur ont donné ce territoire-là. Quand le ghetto a été ouvert et les autorités ont demandé à la communauté s'ils étaient bien d'accord de l'enlever parce qu'en tout cas, il n'y avait plus de place. Et donc, il y a une section du cimetière central ancien du Verano qui est dédiée aux Juifs, mais celui-ci aussi a été totalement rempli. Et aujourd'hui, il y a un cimetière très loin, je ne sais pas si c'est à 25 kilomètres, en dehors du périphérique, quoi. Le cimetière actuel se trouve en dehors du périphérique. D'accord. Bon, Michaela, énormément merci. C'était vraiment magnifique. Très, très, très intéressant. Et peut-être on laisse quelques minutes si quelqu'un a des questions oui. Ou veut réagir. Voilà. Si quelqu'un, vous pouvez allumer votre micro. Oui, j'ai juste remarqué que... Bonjour Alain. Bonjour, on appelle aussi les synagogues écoles, c'est ce que vous avez dit. Oui, je voulais dire ça, oui. Et en Alsace aussi, on dit Schule, ça vient de l'allemand, Schule, l'école aussi. On appelle les synagogues écoles parce qu'il y avait toujours un Talmud Torah, il y avait toujours des pièces. C'était l'endroit où on enseignait la Torah. Oui. Un peu partout, ça reste le même. Oui, mais c'est la même dénomination. C'est vrai. Ouais. Comment ça se dit en allemand? Ouais. En alsacien, c'est Schule. Schule. Ah ouais, et en allemand, c'est Schule. Ouais. Comme en anglais, quoi, ça ressemble. Ouais. School. Comme en italien. Ouais. Oui, c'est des racines latines, en fait. Hein. Oui. Ouais. Bon. Michaela, encore une fois, énormément merci. C'était magnifique. Merci à toi. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir. J'espère que la prochaine fois, on se voit sur place. Oui, comme ça, on se connaît. Voilà. On organise aussi un bus avec tous les Alsaciens et venir chez toi. D'accord, je vous attends. Voilà. Alors, je vous invite, on se voit la semaine prochaine, lundi, à 14h. Et à très bientôt, Michael. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.